Mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue au Théâtre d'Eau. Je voudrais bien sûr saluer l'immense bonheur que nous avons d'accueillir une nouvelle fois ici, puisqu'on s'était déjà rencontrés pour un échange, Edgar Morin, avec qui nous travaillons en partenariat avec les archives de Pierre-Vive. Et aujourd'hui, il est accompagné de William Bourdon, qui est un très grand avocat. Vous verrez tout à l'heure son talent oratoire et tout son savoir. Et je sais que demain matin, il doit rejoindre Paris parce qu'il va plaider sur Paris. Tout à l'heure, j'ai entendu que vous étiez très pressés. Merci de votre présence à tous les deux. Et puis, je ne serai pas plus long parce que l'intérêt, c'est de vous écouter et puis tout à l'heure de pouvoir échanger. Bonsoir, mesdames et messieurs et chers amis. Bon, je suis très heureux de pouvoir vous présenter ici mon ami maître William Bourdon, avocat français, mais avocat français qui, étant donné les causes humaines innombrables qui se posent dans la planète, est devenu en même temps un avocat qui a plaidé dans les différents continents et qui a une activité, disons, dont le cadre est devenu planétaire. Et donc, je veux commencer un peu par l'interroger, lui demander comment est-il lui-même passé de l'activité, disons, hexagonale ou française à une activité beaucoup plus ample. Qu'est-ce qui l'a poussé? Quel est le sens de cette association Sherpa que tu as créée? Enfin, que tu situes un peu ton itinéraire et ton sentiment profond sur le sens de ton action. Merci Edgar. D'abord, je voulais dire que j'en veux un peu à la ville de Montpellier parce que vous m'avez volé un peu Edgar. Certes, il est heureux ici, très bien accueilli, je crois citoyen d'honneur de la ville, mais c'est vrai que vous l'avez un peu capturé, et donc je le vois moins. Mais c'est une occasion formidable aussi ce soir qui m'est donné de dialoguer avec toi, Edgar. Edgar qui est, si je peux me permettre, parce que personne ne te ressemble, à la fois un père et un frère, à mi-chemin entre une sorte de filiation, de paternité, et en même temps dans une fraternité profonde. Donc un père et un frère. Alors, la question que tu me poses me renvoie évidemment au long chemin parcouru, long chemin strophé, scandé d'abord par tout d'un coup quelque chose qui se dégoupille, comme une grenade dans mon âme d'enfant, avec ensuite de multitudes piqûres de rappel. Qu'est-ce qui se dégoupille? C'est évidemment l'intolérance à l'injustice du monde, à l'injustice faite aux autres, et une espèce d'obsession fanatique parfois, au bon sens du terme, de trouver des remèdes et des solutions. Et donc cette double rencontre de l'injustice et de la nécessité d'apporter des solutions m'a tourné vers la profession d'avocat. La profession d'avocat où j'ai vu la possibilité à la fois de défendre et donc de me mettre au service des situations les plus injustes et les plus dramatiques qui sont faites parfois à des humains, et en même temps d'avoir cette intuition que le droit pouvait être et devait être un outil, un instrument juridique pour peut-être essayer de transformer à ma mesure le monde, ou en tous les cas aider à faire en sorte que la cité se réhumanise à un moment donné où tant de forces de l'ombre travaillent de façon souterraine pour nous déshumaniser, nous collectivement, et déshumaniser le monde. Et c'est vrai qu'après avoir arpenté des dizaines de cours d'assises, j'ai eu le sentiment que les salles d'audience étaient comme un jardin trop étroit pour moi. Mais c'est pas simplement
le goût du monde, le goût du voyage. C'est sans doute aussi parce que le monde a été un moyen pour moi de me construire, de me structurer, de m'inventer et de déployer un imaginaire nouveau, différent. Et c'est à l'occasion de tous ces périples, à travers le monde, que s'est consolidée cette conviction face à tous les méfaits qui aujourd'hui assiègent l'humanité, on va en parler dans quelques instants, que le droit devait être mis au service des damnés de la terre. Et donc le droit mis au service de ceux qui subissaient et qui subissent en Afrique ou en Asie des catastrophes écologiques, environnementales terribles, parce que la loi du profit est parfois si tyrannique qu'elle considère que la déshumanisation ou les dégâts apportés à la biodiversité ou aux droits élémentaires ne sont que les victimes collatérales nécessaires de l'enrichissement, voire de la création de richesses. Et puis également cette conviction que j'ai eue il y a 20 ans, après avoir accompagné la Fédération internationale des droits de l'homme pendant 15 ans, et après avoir été un des promoteurs, parmi d'autres, de la construction de la justice pénale internationale. Donc cette idée qu'il fallait une réponse planétaire pour juger ceux qui, par leurs crimes, les génocidaires, les criminels contre l'humanité, nous enfoncent tous collectivement, et sont les ennemis de la paix, qu'au XXIe siècle allait surgir une autre exigence. Cette exigence, c'est après avoir tenté de mettre un terme ou de brider l'impunité des plus grands criminels de sang, que la grande question, pour que notre co-responsabilité collective puisse avoir un sens, c'était de rendre responsables ceux qui s'évertuent à être irresponsables, et au premier chef, les grands criminels d'argent, c'est évidemment plus compliqué que ça, mais en tous les cas, ceux qui, au nom de la création de richesses, au nom de la loi du profit, au nom du court-termisme, ravagent l'humanité de mille dommages, alors que justement l'exigence de l'intérêt général, l'exigence de la défense de l'intérêt général, ça doit être de s'inscrire dans une logique de long terme. Et aujourd'hui, on le voit bien, l'antagonisme entre cette exigence de long terme, cette perspective de s'inscrire dans la durée, se heurte de plein fouet avec des forces qui ne sont animées que par une chose, c'est la cupidité, le court-termisme, l'enrichissement et parfois dans une endogamie, une consanguinité entre les acteurs privés et les acteurs publics, cette consanguinité atteignant un paroxysme absolu dans les tyrannies, dans les kleptocraties, où la caisse publique ne devient qu'un moyen pour enrichir un clan au détriment et au prix de l'appauvrissement du plus grand nombre. Bien, c'est-à-dire, tu viens de donner un tableau, disons, de la situation, disons, planétaire, c'est-à-dire que la mondialisation, c'est-à-dire ce processus qui commence avec l'effondrement de l'Union soviétique, avec, si tu veux, le fait que l'économie marchande ou concurrentielle ou capitaliste est désormais planétaire, y compris en Chine, ce processus où en même temps il y a une unification technologique du globe, c'est-à-dire que notamment les moyens de communication, le téléphone devenu mobile, l'Internet, le fax, etc., fait que tout peut communiquer. On a l'impression que, alors, du reste, il y a eu des chantres qui ont dit que cette mondialisation était heureuse parce qu'on avait l'impression que désormais il y avait une unité. En réalité, ce qui est extraordinaire, c'est que cette unité technico-économique a créé une balkanisation. C'est-à-dire, les peuples se sont repliés sur eux-mêmes. Il y a eu par exemple, ce qui est frappant pour nous, Européens, au moment où s'effondre l'URSS, eh bien, la Yougoslavie, qui était un pays presque achevé, se décompose sous des poussées nationalisto-religieuses. L'ancienne URSS, l'Azerbaïdjan et l'Arménie entrent en guerre, et nous voyons des phénomènes régressifs qui commencent, c'est-à-dire que tout le progrès technique et scientifique et économique est contrebalancé par une régression politique
spirituelle et intellectuelle, et que je dirais que même les progrès économiques sont payés très durement, comme par exemple le fait qu'effectivement dans les pays d'Asie ou d'Amérique latine, une partie des populations pauvres peuvent accéder à un niveau de standard de classe moyenne européenne, une petite partie, c'est incontestable, mais une autre grande partie de la pauvreté sombre dans la misère que l'on voit dans les bidonvilles qui entourent toutes ces villes. Et comme tu le dis très justement, la puissance effrénée du profit, car il faut dire que cette puissance effrénée avait pu être plus ou moins freinée ou tempérée par des régimes où les sociodémocrates ou l'État-providence avaient créé des protections pour les travailleurs, pour les ouvriers, et ces protections s'effondrent un peu partout, et donc il n'y a plus de contrepoids. Il y avait ce qu'on appelait les partis de gauche, il y avait le Front populaire, il y avait... Tout ceci s'est effondré, et justement sous cette offensive où se combine aussi bien cette puissance de l'argent et une théorie qui va tout justifier, qu'on appelle le néolibéralisme économique. Donc c'est dans ce cadre-là que tu interviens, et j'aimerais que tu dises deux mots aussi sur cette association Sherpa et sur ton action concrète au niveau international. Alors, je rebondis sur la mondialisation, puisque tu parlais de mondialité. Et dans ce voyage que j'ai fait à travers toutes ces grandes batailles judiciaires, toutes ces randonnées à travers le monde, il faut aussi témoigner, puisqu'on a suffisamment de raisons d'être pessimiste ce soir, pour ne pas se priver d'évoquer aussi ce qui a été, même si c'est aujourd'hui un peu effacé, un peu obscurci, la face vertueuse de la mondialisation. Je veux dire que sans Internet, sans la mondialisation, sans l'accélération dans la circulation des images, des biens, des idées, des personnes, la société civile mondiale ne serait pas aujourd'hui ce qu'elle est. Et on parlera peut-être tout à l'heure de cette contagion planétaire, de toutes ces éruptions qu'on voit à travers le monde, de Santiago à Beyrouth, en passant par Prague, Alger, Khartoum, et demain d'autres villes peut-être pourraient être en état de pré-insurrection. Et tout ça n'a été possible que parce que la mondialisation, elle a mondialisé l'indignation. Elle a universalisé la conscience de risques qui pesaient sur la planète. Et elle a aussi mutualisé, en accéléré et de façon immédiate, un partage de savoir, d'expertise. Elle a permis à une société civile de se professionnaliser, de se légitimer et de venir combler, évidemment pas complètement, elle ne le pourra jamais et il ne faut pas le souhaiter, mais de combler le vide laissé par la mort des grandes idéologies et par cette gigantesque béance aujourd'hui à laquelle tu faisais allusion, c'est-à-dire que pour ceux qui veulent mettre en cause de façon frontale le capitalisme marchand, le mode de production mondial, il n'y a aucune espèce d'alternative politique structurée aujourd'hui qui puisse être de nature à fédérer les citoyens français et bien au-delà de nos frontières. Alors Sherpa, l'idée de Sherpa est venue de ça. C'est-à-dire que Sherpa est venu de cette idée que cette possibilité en temps réel d'avoir accès à des victimes très loin de nos yeux, et des victimes elles-mêmes prises au piège de cette loi du profit. Et la mondialisation, et c'est là sa part sombre, permet aussi de tyranniser des communautés, tyranniser la biodiversité dans une logique du pas vu, pas pris. Et le pas vu, pas pris, ça rajoute à la loi tyrannique du profit, la loi tyrannique de l'irresponsabilité et de l'impunité. Et que donc il fallait opérer comme une délocalisation à l'envers. C'est-à-dire qu'il fallait trouver des passerelles juridiques pour faire venir les victimes devant des juges capables de les écouter et capables de rendre redevables ceux qui s'échinent pathologiquement à ne jamais l'être. Et Sherpa est né de cette idée qu'il pouvait y avoir des solutions juridiques pour faire en sorte qu'il y ait des réponses, des ripostes
des remèdes. Un exemple, je me suis promené il y a 15 ans une dizaine de fois dans la jungle, la nuit, avec une petite bougie. Et j'allais à la rencontre des travailleurs birmans qui avaient fui le grand chantier gazier organisé par une société américaine, la société Unocal et Total. Et à l'époque, Total, évidemment, prenait des airs de vierge effarouchée et déjà multipliait d'ailleurs les engagements éthiques, les compliances pour faire croire qu'elle devenait elle aussi une entreprise vertueuse. Et quand on lisait le site internet de Total, à l'époque, on avait l'impression qu'elle était écrite à quatre mains par Nicolas Hulot ou Stéphane Hessel, tellement c'était séduisant. Et pourtant, dans cette réalité que j'avais découverte dans ces forêts birmanes, des gens, c'est ce qu'ils racontaient, avaient été contraints à un travail forcé. Et donc, j'ai convoqué ce que Mireille Delmas-Marty m'invite, qui est une marraine qui se dispute avec toi dans la transmission, les forces imaginantes du droit. Les forces imaginantes du droit, c'est-à-dire ouvrir son code, et pas forcément être dans une espèce d'obsession de renverser les tables, simplement utiliser le préexistant pour déposer une plainte devant le juge français, et c'est cette plainte, après une bataille acharnée des avocats de Total, qui nous a permis d'aboutir à une transaction. Je vais vite, et cette transaction qui a été sans précédent a permis l'allocation d'une somme de 5 millions d'euros qui a changé la vie de milliers de personnes à la frontière birmane, entre la Birmanie et la Thaïlande. Mais ici, juste la difficulté d'agir. La difficulté d'agir et la nécessité d'agir sur la crête. Parce que parfois, ces pires adversaires ne sont pas vos adversaires déclarés. Ils peuvent être dans son propre camp. Et à l'époque, quand j'ai essayé d'innover par cette transaction, moi, militant de la Ligue des droits de l'homme depuis si longtemps, de la Fédération internationale des droits de l'homme, eh bien, une aile un peu gauchiste de la société civile, de façon dogmatique, de façon idiote, a considéré que j'avais baissé mon froc devant le marché et que dans cette solution pragmatique, j'avais finalement abandonné tous mes idéaux et baissé mon drapeau. Et donc, pourquoi je dis ça ? Parce que la difficulté aujourd'hui, c'est pas simplement d'être toujours dans une espèce d'obsession de faire des passerelles entre la réflexion, la pensée et l'action. L'action à l'ombre de la pensée, comme disait Hannah Arendt, comme tu t'en souviens, mais également convaincre son propre camp, c'est-à-dire qu'au sein de la société civile, la rage, la colère, la méfiance, la défiance, la peur d'être manipulé, la peur d'être instrumentalisé, conduit aussi parfois à d'autres logiques dogmatiques, à des pertes de discernement, qui viennent en se télescopant avec les autres, se nourrir mutuellement et fabriquer de l'impasse. Et donc je ne crois pas aujourd'hui qu'on puisse être un avocat engagé autrement qu'en étant en permanence un peu au-dessus de la mêlée, c'est-à-dire en essayant d'inventer des lignes de crête, à l'abri de toutes les pensées uniques. Et c'est ce que précisément permet et doit permettre de mettre au pouvoir l'imagination et l'imagination juridique. Oui, je suis tout à fait convaincu de ce que tu dis. Mais, bon, et d'ailleurs, pour prendre l'exemple de ce compromis que tu as pu établir, c'est-à-dire, il est évident que dans certains cas, c'est une victoire que de gagner par un compromis. Et que tout l'art de la politique est de faire des compromis sans tomber dans les compromissions. C'est cette navigation délicate et dans le fond, pour beaucoup de responsables politiques, le problème s'est posé à quel moment un compromis ne sombre-t-il pas dans une compromission. Et ça, c'est aussi un de ces problèmes, une de ces grandes interrogations que nous rencontrons dans notre vie sans arrêt. Ce que je voudrais quand même dire, c'est que effectivement, la mondialisation est ambivalente.
elle a eu des aspects culturels extrêmement positifs. Moi-même, qui suis très cinéphile, je vois que avec un cinéma, disons, mondialisé, mais toujours enraciné, s'est développé avec le cinéma coréen, chinois, africain. Je suis même philippin. Enfin, je suis. Il est évident que les conquêtes culturelles sont très grandes. Et donc, mais je crois que l'essentiel de l'affaire dans cette aventure, c'est que ce sont des forces incontrôlées, notamment parce que je dirais même que la soif du profit, les incontrôlés chez ceux qui la possèdent, ils sont eux-mêmes possédés par quelque chose, comme disons le processus technique, économique, il est mu par des forces comme ça qui agissent en nous et au-dessus de nous. Et dans ce processus, qu'est-ce qui se passe? Il y a tout d'abord, il y a le fait qu'il dégrade totalement la planète. Ça, c'est absolument certain. Tant qu'il est incontrôlé, nous allons, pas seulement la perte de la biodiversité, la dégradation, la dévitalisation des mers et des océans, mais aussi la pollution de nos villes, la pollution de nos campagnes où les sols sont morts à cause de l'agriculture industrielle. C'est un grand processus catastrophique historique. Et si l'on pense aussi que cette mondialisation en s'imposant, elle-même provoque des contre-mouvements et que dans les angoisses qu'aujourd'hui elle provoque, vu l'incertitude du futur, lourde de menaces, il est certain que la tendance est de se replier sur soi-même, sur son identité la plus intime, c'est-à-dire régionale, ethnique, nationale ou religieuse, et que nous avons ce paradoxe historique, c'est qu'au moment où tout nous demande d'avoir conscience de notre communauté de destin planétaire pour lutter contre les périls, au contraire, nous perdons cette conscience avec des haines et des peurs contre des étrangers, des immigrés, etc. Donc, moi, ce qui me frappe aussi, tout en étant conscient des aspects positifs et tout en étant conscient aussi de ta lutte pour un véritable droit au niveau planétaire, je suis frappé par la force de la régression qui s'opère, parce que ce processus final. Bon, prenons par exemple aussi le monde arabe. Le monde arabe, bon, il y a eu ces luttes de décolonisation, bon, et puis la démocratie qui est si difficile à s'implanter, n'a pas pu s'implanter. Et puis il y a eu le socialisme arabe qui s'est dégradé en dictature. Il y a eu les communistes dans tous les pays arabes, très forts en Irak, ailleurs, qui ont été réprimés. Il y a eu la colonisation économique par les autres grandes puissances. Et finalement, une grande partie des gens s'est réfugiée dans la piété. Et une autre partie très minoritaire s'est lancée dans la lutte, dans ce qu'on appelle le djihadisme. Donc, ce sont des phénomènes eux-mêmes liés à ce vaste processus. Je pense que, si vous voulez, si tu veux, qu'il y a deux barbaries qui aujourd'hui, disons, sont en mouvement. L'une qui est effectivement par cette machine issue du monde occidental, qui est froide, qui calcule, qui est inhumaine, et qui traite les sujets humains comme des objets, hein, et objets de calcul, c'est le PIB, c'est la taux de croissance, etc. Il y a cette, hein, et l'autre barbarie qui se manifeste, s'est manifestée combien en Syrie, ou tellement, au Soudan, tellement d'autres lieux, et même dans les pays occidentaux, il y a quand même ces peurs et ces angoisses, ces haines qui fermentent un peu partout. Donc, je crois que
tout en reconnaissant le côté positif de ta lutte, moi, je pense qu'il faut penser qu'on est dans un contexte régressif généralisé et que c'est ces concepts, dans cette situation, qu'il faut trouver des principes de résistance. Un dernier mot encore, puisque tu as commencé à l'évoquer. Moi, j'étais très sensible, je le suis toujours, à ces mouvements, effectivement, comme tu le dis, qui sont une conséquence de la mondialisation, mais comme une réaction. C'est comme l'altermondialisme est une conséquence de la mondialisation, mais qui réagit contre cette forme de mondialisation. Et c'est vrai que déjà, il y avait, par exemple, en mai 68, des révoltes juvéniles qui se sont répandues dans le monde par dissémination et communication. Mais maintenant, c'est évident, Internet, et ça, tout communique. Et c'est vrai que cette simultanéité aujourd'hui, en Amérique latine, ailleurs, en Irak, et à Hong Kong, enfin, cette simultanéité est quand même frappante. Moi, ça me fait penser à 1848, où les peuples européens se sont soulevés contre la Sainte Alliance, mais la répression a été féroce. Aujourd'hui, les peuples se soulèvent contre des conditions de vie économiques, politiques et humaines, contre des régimes corrompus ou dictatoriaux. Ils se révoltent. Mais aujourd'hui, le vide politique, le vide de la pensée politique qui s'est aggravé depuis des dizaines et des dizaines d'années, faute de repenser ce qu'est le monde, où il va, que ce qu'est l'homme, ce qu'est la société, faute de ce vide politique, fait qu'aujourd'hui, les forces d'opposition ne sont pas organisées. Bon, il y a le bien de... Moi, je suis pour la spontanéité, pour la beauté de ces mouvements spontanés, mais un mouvement ne peut avoir d'avenir que s'il a une perspective, s'il ouvre une voie, s'il a une pensée qui le dirige. Et ça, nous ne l'avons pas. Et je pense aussi que ces magnifiques révoltes risquent d'être écrasées parce que justement, elles vont rester un peu, tout en étant simultanées, isolées les unes des autres, et ne vont pas avoir cette force qui donne. Moi, ce qui me frappe beaucoup, c'est que, par exemple, le mouvement socialiste et communiste, issu de la pensée de Marx, ils ont duré près d'un siècle. Bon, ils ont dépéri, l'un d'une façon affreuse et l'autre lentement, mais ils ont duré parce qu'il y avait une pensée cohérente. Même si cette pensée avait des lacunes, avait des erreurs, etc., il y avait une pensée sur le monde, sur l'homme, sur l'histoire, et c'était une structure, un squelette qui portait. Aujourd'hui, il n'y a pas cette pensée, et c'est ça que, dans le fond, et d'ailleurs, moi, c'est pour ça aussi que je suis sensible à ce que tu fais, faute d'une action politique collective pensée, au moins, il y a des actes faits par des individus qui ont une portée. Il y a ce que tu fais, et puis je pense aux lanceurs d'alerte. Il est évident que Assange, un homme seul, un homme d'abord, ce qui est extraordinaire, c'est que Snowden, d'abord, un homme qui est fort en mathématiques et qui a l'esprit très intelligent, est capable de décrypter des documents secrets. Autrement dit, bien que les forces dominantes, qu'elles soient publiques ou privées, peuvent contrôler par satellite, par Internet, par tout, par la physionomie maintenant, par le fait de dévisager, bien que ce sont des forces énormes qui utilisent l'informatique, il y a un talon d'Achille dans l'informatique et qui permet à un petit individu de déchiffrer et après de livrer les choses. Ça fait penser à Matrix, effectivement, où quelques individus luttent contre la grande machine. Et donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est très important, ces choses qui semblent seulement individuelles, mais qui ont une portée universelle beaucoup plus grande. Et c'est pour ça, dans le fond, que je pense que c'est très important ce que tu fais. Merci Edgar, parce que
moi qui hésite toujours à être pessimiste actif ou comme dit le proverbe russe qui, s'agissant, quand on parle de quelqu'un d'optimisme, dit c'est un pessimiste éclairé, mais on peut prendre aussi vice-versa. Il y a un paradoxe terrible en ce moment qui saute aux yeux de tous les citoyens. C'est qu'on est à un moment où l'intérêt général, où les grands intérêts publics, la restauration de l'intégrité de l'État, de la partialité de l'État, de la probité des responsables publics, ou l'exigence que les grandes multinationales ne se payent pas de mots quand elles prétendent devenir co-responsables de notre destin collectif. C'est à ce moment-là précis, où les intérêts publics sont les plus menacés, que les citoyens ont la perception, le sentiment que ceux qui ont la charge de protéger les intérêts publics, de nous protéger collectivement, le font le moins bien et se moquent le plus des citoyens. Et quand ils prétendent le faire, prennent la posture du sauveur, populiste, braconnent et vendangent sur le découragement et le désenchantement pour mieux parfois continuer à s'enrichir, maltraiter et meurtrir. C'est ça le paradoxe actuel aujourd'hui, c'est ce carambolage fou. À une époque où les responsables publics, tous les sondages le montrent, n'ont jamais été aussi discrédités, il faut quand même aussi se souvenir que les politiques ont été les partenaires de leur malheur et ont été aussi les fossoyeurs de la démocratie, tant ils ont manqué à leur devoir d'intégrité et de probité à Paris, à Francfort, à New York et ailleurs. Et donc face à cette espèce de double déficit de confiance dans la parole et l'action publique et déficit d'alternatives pour combler ce vide. C'est vrai que la nature ayant horreur du vide, les citoyens sont en train de l'occuper à travers le monde. Et de l'occuper avec la poésie que l'on peut saluer, mais l'occuper dans l'approximation, dans le tâtonnement, dans l'hésitation. Mais ce sont aussi tous ces tâtonnements qui seront peut-être précurseurs demain d'autres mutations, d'une métamorphose dans la relation entre le citoyen et le politique. Et puisque tu as eu la grande générosité de me lancer sur un sujet qui m'est cher, c'est vrai que dans cette communauté mondiale de citoyens qui sont en résistance et en indignation, mais dont la résistance a du mal à se convertir et à se métaboliser en capacité de proposition ou à s'inscrire dans une parole de proposition. Il y a des histoires ordinaires qui deviennent des histoires extraordinaires. Il y a des citoyens anonymes qui deviennent des citoyens mondiaux et qui deviennent en même temps, pour certains, des saints et pour d'autres, des traîtres. Les lanceurs d'alerte que j'accompagne depuis 20 ans, puisque je défends Snowden, Antoine Deltour, je crois que les membres de sa famille qui sont là, que je salue, qui est à l'origine de la révélation de LuxLeaks. Vous savez, cette révélation qu'il a faite en remettant des documents qu'il avait en quelque sorte chippés à son employeur, à un journaliste pour révéler ce qui était un secret de polichinelle pour tous les politiques du monde entier, que le Luxembourg, par une politique agressive d'optimisation fiscale, en fait siphonnait depuis des décades des milliards de ressources publiques au moment où les responsables publics demandaient tant de sacrifices aux classes moyennes européennes, au prix parfois d'un appauvrissement de leur pouvoir d'achat et de leur portefeuille. Et je défends également depuis un an un jeune Portugais qui est en prison au Portugal, où je l'ai vu à 10 jours, Rui Pinto, qui est à l'origine de la révélation de Football Leaks, c'est-à-dire le fait que derrière ce monde merveilleux, iconique du football, il y a une voyoucratie mondiale qui s'enrichit sur le dos de nos rêves et sur le dos de nos grands divertissements païens. Et donc, pourquoi ces lanceurs d'alerte sont décisifs ? Ils sont décisifs parce que il faut un arbitrage entre deux loyautés. La loyauté qu'ils doivent à leur employeur, la loyauté qu'ils doivent à leur administration, et une autre loyauté supérieure. Et cette loyauté supérieure, elle s'est imposée depuis 10 ou 15 ans. Et pourquoi est-ce qu'elle fait irruption maintenant ? Elle fait irruption maintenant précisément parce que ces citoyens ont une espèce de conscience aiguë. Václav Havel appelle ça, très joliment, une petite insurrection intime, pour peut-être en fabriquer d'autres plus massives et plus collectives, une insurrection intime face à de nouvelles tyrannies.
la tyrannie qu'on vient d'évoquer, celle qui fait que l'obsession de la rentabilité, du profit, aboutit à l'envers de ce que devrait exiger la défense de l'intérêt général, et une autre tyrannie qu'il faut inviter dans notre discussion, celle qui fait qu'au nom de la lutte contre le terrorisme, eh bien parfois on brade à bas bruit, et avec le soutien massif des opinions publiques, des principes démocratiques, des pierres angulaires de notre état de droit, et qui font partie de ces régressions et de ces renoncements que tu évoquais tout à l'heure. Et donc, ces lanceurs d'alerte font cet arbitrage tout à fait inédit dans l'histoire contemporaine. Et faisant cet arbitrage, ils trahissent une obligation de loyauté pour servir un principe dont ils considèrent qu'il est plus fort que tous les autres, c'est-à-dire participer à une révélation qui est la condition d'éclairer le monde, de dessiller les pupilles des citoyens du monde sur des graves dangers à l'intérêt général et à l'intérêt public. C'est ce qu'a fait Antoine Deltour en révélant le mécanisme de siphonnage de ressources publiques que j'évoquais. C'est ce que fait Rui Pinto, que j'évoquais il y a quelques instants. C'est ce qu'a fait admirablement Irène Frachon, qui a témoigné il y a quelques semaines au procès Mediator, avec une dignité, une humilité exceptionnelle. Et je pense que sa dignité a été tellement forte qu'elle a terrassé l'addition de tous les cynismes qui sont venus essayer de bêler un peu de compassion et un peu de compréhension auprès du tribunal. Mais ne vendons pas la peau du laboratoire Servier avant de l'avoir châtié. On verra ce que le tribunal dira. Mais voilà ce que nous dit cette grande communauté de lanceurs d'alerte. Et je termine sur juste peut-être une prophétie. Est-ce que le monde entier qui est en alerte peut devenir une communauté de citoyens en alerte? Parce que Rui Pinto est le lanceur d'alerte dans Panama Papers. À la différence des lanceurs d'alerte qui sont protégés par la loi Sapin 2 et par un certain nombre de lois en Europe et aux États-Unis, ces citoyens, ils n'étaient pas dans une relation de travail. Ce qu'ils ont découvert, c'est pas à l'occasion, c'est pas un jeune banquier qui découvre une opération de blanchiment à l'intérieur de la banque, comme j'ai pu en défendre. Ce sont des citoyens out of the blue, qui surgissent de nulle part, et qui, avec un petit talent informatique ou aidé d'un geek, pénètrent dans les coffres-forts numériques des cabinets d'avocats au Panama, ou dans les sociétés d'agents de sport à Lisbonne, à Malte ou ailleurs, et qui tout d'un coup font tomber les masques. Alors évidemment, le risque est immense, Edgar. Quel est le risque? C'est que le monde entier devienne, et c'est ce que certains déjà nous annoncent, une société de balance, une société de délateurs, une société de mouchards. Et Internet, de ce point de vue-là, offre un gisement, et on le voit tous les jours, avec une impunité totale, un gisement pour toutes les vendettas, pour tous les règlements de compte et pour les atteintes les plus noires et parfois les plus irréversibles à nos réputations et à notre vie privée. Donc, l'équilibre devra être trouvé, c'est-à-dire ouvrir la porte à ces citoyens qui vont prendre des risques parfois fous, la prison, mais qui vont nous éclairer sur des scandales terribles, alors même que ces scandales pourront survenir dans des pays qui seront bardés et dotés des lois les plus vertueuses, parce que les engagements les plus vertueuses et les lois les plus exemplaires servent aussi parfois de merveilleux abris pour le vice et le mal le plus absolu, on le sait depuis longtemps. Et évidemment, la seule réponse possible, c'est de considérer que ces citoyens ne peuvent être considérés comme des lanceurs d'alerte que s'ils révèlent des faits d'une exceptionnelle gravité, parce que sinon, chacun le comprend bien, on ouvrirait une boîte de Pandore absolument incontrôlable et incontrôlée, une boîte de Pandore qui, in fine, deviendrait le pire ennemi des lanceurs d'alerte, et par conséquent, le pire ennemi de notre ambition collective, c'est de participer, coûte que coûte et vaille que vague, en dépit de tous les motifs de découragement, à la protection de nos intérêts publics, de l'intérêt général, aussi lourdement et gravement menacés qu'aujourd'hui et ce soir. Tout à fait d'accord. Et dans le fond, c'est très juste de mettre en lumière l'ambivalence, parce que ce qui permet à des gens qui sont des héros courageux de la dénonciation dans le sens noble du terme, on dénonce un scandale, on dénonce une corruption, on dénonce des manœuvres secrètes, mais
il y a le danger de la dénonciation au sens mauvais du terme. On est un dénonciateur de quelqu'un dont on est jaloux, dont on est rival, etc. Et nous savons très bien, d'ailleurs, il y a un livre admirable qui avait paru un peu après la guerre sur la dénonciation et les dénonciateurs sous l'occupation, et c'était terrifiant de voir le nombre de dénonciations qui étaient faites, souvent pas par des raisons politiques, mais pour des raisons de vengeance, de haine, de ça. Et après la libération, bien entendu, il y a eu aussi des mauvaises dénonciations. Dans le fond, nous sommes dans les risques de la liberté. Internet, peut-être qu'on pourra partiellement le museler, je ne sais pas si ça sera utile, mais permet tout. C'est la liberté qui permet. Et Hegel disait la liberté, c'est aussi le crime. Donc, c'est ça, nous avons un instrument qui sert à l'oppression et qui sert à son contraire. C'est ça l'aventure, d'ailleurs, finalement, de la vie. Il nous faut accepter que dans l'aventure humaine, comme dans l'aventure de la vie, il y a le lien irréductible entre ce que l'on peut appeler les forces d'union, d'émancipation, d'amitié, d'amour, de liberté, et les forces au contraire de répression, de destruction, de mort, d'oppression. C'est, disons, ce lien entre Eros et Thanatos qui se trouve, qu'on ne peut pas séparer. Donc, tu dis, ne cédons pas au découragement, et je pense qu'il ne faut pas, moi pour ma part, je n'ai jamais été découragé. Non pas que j'ai maintenu un espoir d'un monde meilleur qui adviendrait tôt ou tard. Je pense qu'il peut y avoir un monde meilleur, mais le rêve du meilleur des mondes, qui était le rêve absolu, disons finalement, du communisme du siècle dernier, doit être abandonné. Tout rêve de perfection doit être abandonné. Or, ce rêve du meilleur des mondes, c'est celui repris par le transhumanisme, qui pense qu'avec l'intelligence artificielle, avec les appartements intelligents, les villes intelligentes, les autos intelligentes, avec, disons, en mettant de l'intelligence robotique un peu partout, on aura la société d'harmonie, c'est-à-dire la société où il n'y aurait plus aucune invention, aucune création, aucun inattendu. Voilà. Donc, si tu veux, il y a toujours le rêve fou d'une société totalement harmonieuse, et on dire non. Nous aurons toujours cette lutte permanente où tantôt les forces négatives, régressives prendront le dessus, et tantôt c'est nous qui pourrons prendre le dessus, pour un certain temps, bien entendu. Et si on pense qu'on est dans cette aventure dont on ne connaît pas la fin, qui va se continuer, on ne sait pas comment, le fait de prendre le parti, comme tu le fais, justement, pour le droit, pour la justice, pour la vérité, ces choses-là sont positives en soi-même. En soi-même, parce que c'est notre façon de participer dans l'aventure de l'humanité à cette lutte. Je ne veux pas donner des images schématiques, évidemment, prises dans l'arsenal théologique de la lutte entre le démon et l'ange. Non, c'est pas comme ça. Ce sont des forces qui sont pas personnalisées, qui sont là en nous, qui nous possèdent. Et dans le fond, dans ces forces, il faut accepter, faire le pari d'être ça, dans ce sens-là. Et je pense que toi, tu as pris ce parti. D'abord, je trouve que dans notre époque, qu'est-ce qui se passe? D'un côté, ce sont des personnes isolées, comme des sortes d'avant-garde, qui brusquement disent quelque chose. Or, ces personnes, parfois, sortent de l'anonymat, comme Greta Thunberg. Là, c'est une chose. Alors là aussi, c'est très intéressant de voir ce qui s'est passé, parce qu'au début, les médias sont très admiratifs, ces jeunes filles charmantes, etc., etc. Et puis après, quand on voit ce qu'elle dénonce et ce qu'elle énonce, alors aussitôt la campagne de discrédit commence pour dire il n'a qu'à retourner à l'école, etc. C'est-à-dire, là aussi, c'est comme pour Assange,
C'est comme pour Snowden. Dès qu'on prend ces mesures, cette partie, on est soumis à la calomnie. Bon. Mais donc, aujourd'hui, il y a des choses, et même sans parler des personnes anonymes, il est quand même frappant de penser que le secrétaire général du Parti communiste, Gorbatchev, c'est lui qui a fait initier la révolution démocratique en l'URSS. Évidemment, après, tout s'est pas tellement bien passé, mais c'est un événement extraordinaire de voir que après un pape qui était tout à fait confié en théologie la plus réactionnaire, surgit brusquement cet Argentin qui prend le parti des pauvres et de l'écologie. C'est-à-dire que souvent, on voit que dans l'histoire de l'humanité, l'inattendu arrive et d'une façon positive. Alors ça, je pense que c'est très important. Et je veux mettre en conjonction ce rôle des individus, qui est capital, et d'autre côté, le rôle de ces mouvements collectifs qui saisissent après un petit déclic, insignifiant, la hausse du prix du métro, la hausse de l'essence, etc. Ce déclic provoque justement le dégoût, un ras-le-bol incroyable, et témoigne effectivement que les peuples qui semblaient dans l'apathie la plus totale subir aussi bien la réduction à l'état d'objet, aussi bien que la domination et la suggestion, on voit à nouveau surgir cette flamme, ce chose-là, et un peu partout. Donc, voilà les forces positives, voilà à quoi nous devons nous sentir liés, alliés à jamais. Et donc, si tu veux, l'espoir n'est pas de dire oh, on va vers une société meilleure, peut-être pas. L'espoir est de dire nous sommes des éléments nécessaires d'un combat qui, si nous manquons à ce combat, à ce moment-là, la nuit risque de tomber pour longtemps. Voilà ce que je peux dire. Moi, je pense qu'il ne faut pas perdre de vue ce que dit René Char, qui dit l'impossible, nous n'y arrivons pas, mais ça reste une lanterne. Donc il faut rester fidèle à l'idée que derrière l'impossible, il y a une lanterne. Et aujourd'hui, il y a des millions de lanternes qui s'allument à travers le monde. Je voudrais revenir un instant sur ce phénomène de contagion planétaire qui est totalement inédit. Et ensuite, ça sera à moi de te poser, si tu veux bien, une question. Il y a ce qui est parfois de plus salutaire et de plus prometteur et ce qui reste le plus invisible. Nous sommes en contact au cabinet avec les activistes de Hong Kong qui sont venus nous voir. Et j'ai rencontré également un certain nombre de journalistes et de représentants de ces communautés étudiantes algériennes. Donc, l'immédiateté, la dictature de l'audimat fait qu'on perd de vue ce qui est en train de se passer tous les vendredis à Alger où des millions de personnes manifestent. Il y a quelque chose de tout à fait inédit dans ce mouvement sans précédent. C'est que ces foules de citoyens sont extraordinairement responsables. Responsables, disciplinés. Elles font preuve d'un sang-froid exceptionnel. Et grâce à Internet, grâce aux forums sociaux, elles diffusent, on ne le sait pas, mais toute une série de méthodologies, de mots d'ordre, comment ne pas tomber dans la provocation, comment ne pas fabriquer la violence, comment ne pas tomber dans le traquenard des services secrets, de la police. C'est quelque chose d'impalpable dont on reparlera. Mais toutes ces foules qui se dressent, unies d'ailleurs par un sentiment double, la peur de l'avenir, dont on a bien acté ensemble que la peur pouvait avoir une part sombre, parce qu'elle pouvait conduire au renoncement, au recroquevillement identitaire, communautaire, et puis il peut y avoir une part belle, une part poétique dans la peur, c'est-à-dire qui invite encore plus à aller vers le partage, la solidarité, la fraternité. Eh bien, toutes ces communautés de Hong Kong, d'Algérie, du Chili, et peut-être demain à Mexico, et peut-être demain à Johannesburg, sont toutes portées par un double rêve, que leur dignité soit enfin respectée, que l'humiliation collective cesse, et que ceux qui prétendent nous sauver collectivement
cesse de se payer de mots au moment où il continue, où il donne l'impression de s'organiser pour s'enrichir en rond et sur notre dos. Et donc, il y a là une espèce d'énergie motrice planétaire tout à fait nouvelle qu'il faut entendre, mais qui évidemment ne se substituera pas au déficit aujourd'hui si criant, si cruel, si désespérant parfois, des élites politiques européennes. Et de ce point de vue, il est difficile de ne pas se retourner, de ne pas dire un mot de l'Europe, parce que c'est aussi l'Europe qui a une responsabilité énorme dans notre histoire collective pour faire contrepoids et contre-pied à toutes ces forces sinistres. Et j'allais en oublier la question que je voulais te poser. Edgar, toi, tu es un homme dont un des premiers bassins a été le marxisme, d'une certaine façon. Et en même temps, tu rappelles que le rêve d'un grand soir et la perfection est évidemment synonyme de cauchemar. Ça a été le communisme. Au XIXe siècle, Adam Smith disait il faut faire confiance au marché, c'était la théorie de la main invisible ou la théorie des abeilles de Mandeville. Et puis, la social-démocratie a essayé, et on voit bien dans quel état elle est aujourd'hui, de nous convaincre collectivement du fait que pouvait être réconcilié le marché et l'exigence de lutter contre les inégalités et une meilleure distribution des profits. Est-ce que tu crois que le capitalisme est si foncièrement immoral et que c'est un oxymore de dire que le capitalisme est moral, au point qu'on ne peut pas imaginer que toutes ces multinationales et tous ces acteurs privés puissent véritablement, effectivement, participer au prix des sacrifices qui devraient s'imposer à notre sauvetage collectif? Ou est-ce que tu penses que le mode de production marchand porte en lui-même cet improbable, cet imprévisible, qui fait que demain, ce sont ceux qui fabriquent le profit, ce sont ceux qui sont encore parfois trop obsédés par les rentabilités à court terme, parce que c'est de là que ça va être décisif, que pourra venir véritablement cette grande révolution copernicienne, cette évolution des mentalités chez ceux qui sont en responsabilité et en puissance, pour que nous, on cesse enfin de devenir impuissants face à un chronomètre qui nous annonce 10 minutes avant minuit l'apocalypse programmée. Quel est ton diagnostic? C'est un oxymore ou c'est pas un oxymore? Les oxymores sont nécessaires parce que je pense qu'on vit de contradictions et on ne peut pas les dépasser. Bon, ce que je crois, d'abord, j'ai donné des exemples avec Gorbatchev, avec le pape. Enfin, je pense que là où on ne s'attend pas, surgit vraiment une conscience extraordinaire. Mais ça va durer un temps et puis ça va retomber. Bon, moi je pense par exemple à tous ces mouvements. Bon, ils vont durer un temps, ils vont retomber, mais au moins, ils ont été vécus. Et c'était une chose capitale. Moi, je me souviens, une chose qui m'avait beaucoup frappé, il y a des dizaines d'années, il y avait eu une grande grève en Belgique, à Liège, des travailleurs, des mineurs. Il y avait une grève générale où les grévistes avaient occupé les gares, les édifices publics, etc. Pendant un temps, c'est long, puis finalement, ça a été réprimé, etc. Et quand les grévistes ont dû reprendre le travail, retourner dans la mine, retourner là, en passant devant la gare, en passant devant les monuments, ils avaient un sourire en disant ça a été à nous pendant un certain temps. C'est à nous. Or, moi, je pense que des moments vécus comme ça, des moments de fraternité, et c'est ça la beauté de ces mouvements. Qu'est-ce qui m'a beaucoup frappé aussi dans l'histoire des Gilets jaunes, c'est pas tellement les manifestations des Champs-Élysées, etc. C'était les fraternisations dans les carrefours. C'était ces gens qui avaient besoin qui ont pu vivre la fraternité, ne serait-ce que tous les samedis, ou bien à un certain moment. D'avoir vécu la libération de Paris est une chose qui reste dans ma vie comme un moment sublime, bien qu'il y a eu les retombées après. Donc il faut vivre intensément ces moments de poésie collective. Qu'est-ce que c'est que la poésie? C'est quand on est
on communie dans quelque chose qui nous envahit, qui nous engloutit, qui nous sublime. Ce sont ces moments d'extase de l'histoire. Ce qui s'est passé chez cette jeunesse algérienne, mais ça va rester dans les mémoires. Et puis je pense aussi qu'il y a un message qui, même après les répressions, les régressions, etc., va renaître. Mais dans cette lutte permanente entre Eros et Thanatos. Alors, pour revenir à cette question sur le diagnostic, moi je pense qu'il y a effectivement des responsables d'entreprise tout à fait conscients que leur entreprise doit devenir citoyenne. Il y a aussi des responsables d'entreprise qui sont tout à fait conscients qu'il faut l'humaniser, qu'il faut essayer de la verticaliser et d'introduire des processus de participation, pas seulement par action, etc., mais concrète dans le travail. Je suis persuadé que quelqu'un qui est à la tête d'une multinationale peut être capable d'avoir une vision, un éclaircissement mental qui l'amène à prendre toute une série de mesures. Autrement dit, moi je pense que le travail souterrain de l'esprit peut jaillir comme ça, à la lumière, aussi bien chez un responsable politique, un responsable économique, un vagabond, moi je considère que, ou bien un baladin. Moi je considère que Charlie Chaplin est un des grands philosophes du temps moderne, parce que c'est lui qui est le premier à montrer ce qu'était le travail industriel à la chaîne. Donc moi je pense que non, la conscience peut venir. Maintenant, le capitalisme. Qu'est-ce qui s'est passé? Je pense effectivement la concurrence dans des cadres légaux définis et plus ou moins contrôlée, c'est une chose qui couvre toute une part de la vie économique. Le tout, c'est d'empêcher que cette concurrence se dégrade par une entente qui conduise finalement à des cartels ou à des multinationales, comme nous le savons. Mais même aux États-Unis, qui est le pays le plus capitaliste, il y a des lois antitrust. Bon, donc je pense que d'abord le capitalisme peut être tempéré, modéré, contrôlé, etc. Mais je pense aussi qu'il y a des domaines où il doit régresser. Par exemple, l'industrie agricole, elle doit régresser au profit au retour d'une économie fermière ou agroécologique. Donc, si tu veux, tout ça, moi je pense que d'abord qu'aujourd'hui, qu'est-ce qu'on peut faire? L'idée, disons, qu'on puisse agir directement sur les possédants et les riches est illusoire. D'abord, ils vont placer leur argent dans les paradis fiscaux et déjà, il paraît que peut-être 40% de la richesse sont déjà bon. Donc, c'est pas par des mesures coercitives, comme des impôts, etc. On peut pas les mettre en prise. Elizabeth Warren et Zuckman, l'économiste américain, dans le cadre de la campagne, etc., ont très bien dit que le financement ou la réhabilitation des grands services publics, notamment celui de la santé, dont on sait dans quel état il est aux États-Unis, passe par imposer aux plus riches aux États-Unis une taxation non pas tyrannique, sadique et insupportable, mais un niveau de taxation à la hauteur des revenus considérables qu'ils ont, et que si cette taxation intervenait, eh bien, pourrait être réhabilité en l'espace de 10 ans tout le système de protection médicale des plus pauvres et de la classe moyenne américaine. Donc, la fiscalité reste un outil. Oui, à condition qu'il n'y ait pas l'évasion, à condition que l'évasion fiscale ne soit pas quelque chose qui soit facilité justement par cette mondialisation. C'est vrai. Mais cela dit, moi, je crois que je vois comme le chemin, disons, le développement de l'économie sociale et solidaire avec des formes de mutuelles, de coopératives et d'entreprises rénovées, citoyennes et autres. Je vois
comme perspective le retour à une alimentation saine grâce à l'agriculture fermière et agroécologiste. Je vois partout, disons, la régression possible par la prise de conscience des consommateurs, et surtout si en plus elle est aidée par des politiques, ce qui ne se passe pas, non seulement qui de facto boycotteront les produits nocifs qui sont donnés du point de vue alimentaire, mais aussi les produits à obsolescence programmée qui sont faits pour se démolir au bout de 10 ans, comme ordinateur. Le développement des métiers de réparation ne sera plus limité aux cordonniers, mais autrement dit, nouvelle artisanale, dépérissement des grandes surfaces et contrôle des institutions genre Amazon pour retrouver des commerces de proximité et pour retrouver l'alimentation. Donc, il y a de multiples voies et dans lesquelles demeurera un marché, mais un marché qui soit un vrai marché. Donc, si tu veux, aujourd'hui, la question moi, je ne vois pas la possibilité brusquement que le capitalisme s'effondrera. Bien sûr, il peut y avoir une crise économique énorme dans laquelle c'est surtout les économies qui s'effondreront et le capitalisme Non, je vois beaucoup plus un renouveau, par exemple, le retour au service public. Qu'est-ce que c'est ? Ici, en France, on a démantelé totalement les services publics, hôpitaux, autoroutes, transports, etc. Il est certain que le service public doit être restauré et doit refonctionner, ce qui n'empêche pas une économie privée, une économie mixte. Donc tout ceci est possible, mais le grand problème est la rehumanisation des sociétés qui se trouvent de plus en plus livrées à des contraintes qui finalement, dans lesquelles il n'y a plus que des résistances individuelles ou familiales. Là-dessus, je pense que dans l'époque de régression actuelle, il faut sauver des oasis de fraternité, d'amitié, de solidarité, ne serait-ce que comme pour tenir, comme on a pu tenir sous l'occupation, mais dans des conditions évidemment tout à fait différentes. Voilà, je pense qu'on est toujours dans cette lutte entre Eros et Thanatos, et que non, on doit développer dans le sens de l'Eros tout ce que je viens de dire. Donc, on ne peut pas condamner à mort le capitalisme, on ne peut pas le considérer comme une chose éternelle, il faut le voir comme une chose absolument évolutive et qui peut évoluer aussi sous la pression des forces qui lui sont opposées et antagonistes. Le temps nous manque, c'est ça la question. Hein ? Le temps nous manque. Oui. Et d'ailleurs, le temps est écoulé. Oui, écoute. C'est une rencontre d'inconscients. Conclu. Non, juste, il y a la conférence sur le climat qui s'est ouverte à Madrid hier, qui va être un moment extrêmement important. Les précédentes conférences avaient été incapables, y compris la COP21 à Paris, d'édicter un texte contraignant pour les acteurs privés, les multinationales et les entreprises. Donc ça va être décisif de vérifier si, enfin, les grands acteurs publics de la planète vont mettre à contribution, de gré ou de force, les grandes entreprises qui, évidemment, n'ont pas le monopole et l'exclusivité de la participation à l'effet de serre, mais qui en sont aussi des très grands contributeurs. Et c'est d'autant plus important si l'on se souvient que Horacia Cortez, cette jeune députée démocrate, a interpellé, je vais vite, un responsable d'Exxon il y a 48 heures aux États-Unis, et a été découvert dans les archives d'Exxon la démonstration du fait que les grands groupes pétroliers avaient fait des études qui démontraient que depuis 40 ans, les meilleurs scientifiques qu'ils avaient embauchés avaient prédit de façon exceptionnellement exacte le réchauffement climatique. Et au moment où ils l'avaient prédit, ils ont multiplié les opérations de lobbying pour enfumer toute la planète avec des scientifiques corrompus, alors qu'ils avaient la preuve scientifique sous leur nez
du fait que le monde demain allait peut-être nous transformer en victimes d'un barbecue planétaire. Voilà des raisons qui fait que tout d'un coup le découragement est plutôt de mon côté, Edgar. Mais c'est pas là-dessus que je vais terminer. Moi qui, comme toi, nous sommes désaltérés dans l'œuvre de Camus. Il faut essayer évidemment de le démentir un peu quand il dit que l'espérance est le malheur des hommes. En tous les cas, c'est certain, c'est que nous n'avons pas le choix et que nous n'avons qu'une obligation, c'est de nous refuser, de nous résigner à un perpétuel découragement au moment où les sources de découragement n'ont jamais été aussi féroces, aussi multiples. C'est le moment où il faut arriver à partir de son action individuelle, c'est ce que j'essaie de faire modestement, à partir de son action individuelle, eh bien d'être un perpétuel propagateur, dispensateur de fraternité, de solidarité, d'imaginaire, et même si ça va devenir très compliqué, et pardon de le dire, notre président de la République a évoqué une société de vigilance. Comment concilier la société de vigilance avec une société de fraternité et d'ouverture et de tolérance? Voilà peut-être un sujet de réflexion et qui peut-être alimentera certaines de vos questions parce qu'il est d'une dimension contemporaine, on va s'en rendre compte, de plus en plus vive. Merci beaucoup, William Bourdon, Edgar Morin. On va passer aux questions du public. Alors, deux de mes collègues ont des micros. Il vous suffit de lever la main. On va vous demander des questions courtes et claires afin qu'on puisse en prendre un maximum. Merci. Bonsoir. J'avais une question. Donc, tout au long de vos interventions, vous avez beaucoup parlé, enfin, on a entendu le terme de droit qui, je pense, faisait référence à une institution, mais je pense qu'on a aussi entendu le terme de droit en tant que prérogative. Et vous avez beaucoup parlé du droit, mais vous n'avez pas parlé d'autre chose qui est le devoir. On donne des droits aux... Est-ce que vous pouvez parler plus fort pour Edgar, pardon? Ah, bah là c'est le micro, je ne sais pas si on peut augmenter le volume. Oui. Oui, vous avez beaucoup, donc, tout au long de la soirée, parlé de droits. On donne des droits aux personnes, même quand vous avez parlé de votre passage dans la jungle en Birmanie. Vous avez dit, par rapport à ce que vous avez fait là-bas, que voilà, par rapport à Total, ils auraient des droits à une indemnisation, pardon, par rapport à ce qu'avait fait Total. Mais tout au long de la soirée, vous n'avez pas beaucoup parlé de devoirs. C'est vrai que les politiques, ou alors vous en avez parlé, je pense, implicitement et pas explicitement. Et j'aimerais que vous expliquiez ça. Pourquoi vous ne parlez pas de devoirs qui doivent être rendus par les institutions, le pouvoir, les gens qui sont dans les ministères, et uniquement de droits qui est redevable aux individus. Alors d'abord, moi je me méfie, je ne dis pas que c'est ce que vous dites, mais je me méfie de ceux qui, face aux citoyens qui réclament plus de liberté et de droits, qui tout de suite opposent, comme s'il fallait contrarier cette revendication de liberté, oppose l'existence de devoirs. Vous savez qu'il y a toute une communauté de juristes à travers le monde qui ont envie de faire une déclaration universelle des droits et des devoirs, comme si l'exercice d'un droit devait nécessairement avoir comme corollaire un devoir et une obligation. Personne ne peut discuter ici du fait que Edgar et moi, on a cessé d'évoquer le devoir d'indignation, le devoir critique, le devoir de rébellion, le devoir de solidarité, le devoir de fraternité. Cette exigence-là, elle a couru comme un fil dans chacun de nos propos. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est en jeu? Je vais vite. Qu'est-ce qui est en jeu? Qu'est-ce que nous demandent aujourd'hui les États, y compris dans les démocraties qui parfois deviennent des démocratures? De quoi ils nous parlent? Est-ce qu'ils nous parlent d'épanouir et d'élargir l'exercice de nos droits, ou est-ce qu'ils ne cessent de plus en plus de nous rappeler à notre obligation de devoir de nous taire, de devoir d'obéir, de devoir de courber les chines, de devoir d'accepter le fatalisme,
et de devoir d'accepter, par exemple, qu'au nom de la lutte contre le terrorisme, on devrait supporter et tolérer des régressions fondamentales de l'état de droit et de nos libertés publiques. Je trouve que dans l'injonction faite aux citoyens d'être plutôt du côté du devoir que du côté de l'exercice du droit, on est plutôt dans une mauvaise passe. On est plutôt dans une mauvaise passe au moment même où ceux qui sont en responsabilité publique devraient au contraire redonner confiance dans les citoyens, dans leur capacité d'exercer paisiblement, sans crainte, sans peur, les grandes libertés publiques qui sont la condition à la fois de voir mieux respirer notre démocratie et peut-être de nous sauver collectivement. Oui, moi je considère que être citoyen, c'est effectivement avoir des droits et des devoirs. Des droits et des devoirs envers, évidemment, la communauté dans laquelle on fait partie. Mais le devoir ne signifie pas l'obéissance à une autorité tyrannique qui dominerait cette société. Par exemple, il peut y avoir des conflits de devoirs. Sous l'occupation, un devoir de citoyen pouvait être considéré comme faire de la résistance. Et pour d'autres, le devoir, c'était d'obéir au maréchal Pétain et à la politique de collaboration. Mais moi, je crois que la conception du devoir n'est pas une conception qui se réduit à de l'obéissance à des ordres émanant d'une autorité qui occupe le pouvoir. Le devoir, c'est le devoir envers le groupe, la communauté dans laquelle on fait partie et qui parfois implique la rébellion et la résistance à cette autorité. Bonsoir. Donc merci tout d'abord pour cet échange bien intéressant, stimulant. Dans ce que vous avez abordé, c'est donc cette trajectoire sur laquelle on se trouve qui est inquiétante, périlleuse, avec les différentes dégradations qui existent et qui s'accentuent. Est-ce que je voudrais avoir votre sentiment sur dans la recherche donc d'un sursaut, dans la recherche d'un nouveau modèle, disons. Qu'est-ce que vous pensez de la place qu'on devrait accorder à la théorie des communs de Elinor Ostrom, qui en gros, pour dire les choses simplement, insiste sur l'importance de collectiviser la prise de conscience et la gestion des communs, les communs étant les communs environnementaux, mais également sociaux, culturels, voilà, tous ces communs. Parce que vous avez beaucoup parlé des dérives du capitalisme, effectivement, et ce qui est consubstantiel au capitalisme, c'est quand même le consumérisme, et le consumérisme, c'est consubstantiel, c'est l'individualisme. Et beaucoup des mots qui affligent nos sociétés, c'est la dictate de l'individualisme et le manque de collectivité. Donc, qu'est-ce que vous pensez de cette théorie du commun? Est-ce que vous ne pensez pas que dans cette théorie du partage, de la collectivisation des enjeux et des biens, il y a une source peut-être de lumière, une lanterne, comme vous disiez? Merci. Bon, la question, Edgar, était sur les biens communs, sur l'éruption depuis 25 ans dans le vocabulaire juridique, parce que ça a commencé par le droit, et tout ne commence pas par le droit, il ne s'agit pas du tout de sacraliser non plus l'outil juridique, mais qui est devenu, dans le langage commun, cette espèce d'idée que l'eau, l'air, la terre, la nature faisaient partie d'un bien commun. Cette notion de commun, elle est le pendant, elle est en miroir avec ce que j'évoquais tout à l'heure, c'est-à-dire l'idée d'une responsabilité commune et mutualisée qui unit de plus en plus tous les citoyens du monde. Cette idée qui a fait irruption il y a 25 ou 30 ans est une idée inédite. Cette idée que tous les citoyens sont en partage d'une espèce de devoir qui doit parfois transcender les intérêts individuels
il les transcende de façon absolument paroxystique s'agissant des lanceurs d'alerte, mais une espèce de devoir, parce que c'est universalisé la conscience que nous étions tous collectivement débiteurs vis-à-vis de la nature et de ce qui la compose, c'est-à-dire les biens communs. Et dans cette exigence d'être débiteurs vis-à-vis de la nature et des biens communs, se trouve sans doute une des conditions de notre salut collectif. C'est-à-dire cesser de maltraiter la nature pour faire en sorte qu'elle ne se venge pas. C'est au cœur aujourd'hui de ce que on appelle le droit de l'anthropocène. Le droit de l'anthropocène, c'est-à-dire quels outils juridiques, et parmi ces outils juridiques, évidemment, cette idée que la nature pourrait être un sujet de droit. Alors juste un mot sur la nature comme sujet de droit, puisque beaucoup de juristes y travaillent, y compris au sein de notre cabinet. Nous sommes en train d'essayer d'élaborer une procédure devant la Cour pénale internationale au nom d'un certain nombre de communautés indigènes que nous avons rencontrées cet été contre le Brésil. Et nous allons tenter d'ouvrir une porte. Pour l'instant, elle est à peine entrebâillée et elle rejoint évidemment cette idée des biens communs. C'est-à-dire de considérer que la destruction de l'Amazonie devrait être identifiée par les juges internationaux comme étant un crime, pas un crime d'inhumanité, mais un crime contre l'humanité. C'est-à-dire une destruction massive, délibérée, pas simplement d'un poumon vert, mais d'un patrimoine universel vis-à-vis desquels nous sommes tous dans une obligation de sauvegarde et sanctuarisation, je veux dire les communautés indigènes. Cette procédure est sans doute un peu sans précédent. On va voir ce que va en dire la Cour pénale internationale. Déjà, les Américains et le monde occidental s'activent en coulisses pour essayer de désigner un procureur à leur botte et qui, du coup, dresserait l'acte de décès de ce nouveau concept juridique qui a fait irruption, vous le savez, après le scandale de l'Erika, qui s'appelle l'écocide, c'est-à-dire tuer la nature. Ça fait partie des forces imaginantes du droit que j'évoquais tout à l'heure. Les biens communs, les commons, ça irrigue aujourd'hui des initiatives juridiques et politiques citoyennes à travers le monde, aux États-Unis, en Nouvelle-Zélande, en Italie. Mais là encore, on se trouve tout de suite pris d'effroi. On n'en est qu'aux prémices, on n'en est qu'au prologue, alors qu'en même temps, il semble qu'on en soit peut-être au dernier chapitre de notre vie collective. C'est ce carambolage, c'est cet antagonisme qui, à chaque seconde, irrigue et vos questions et nos pensées à tous. Bonsoir, merci beaucoup pour vos mots. Je veux me demander, comme vous êtes très sollicité, vous rencontrez beaucoup de monde, comment vous faites des choix des gens que vous défendez, que vous allez voir ou pas? L'avocat a un devoir d'ouvrir sa porte, un devoir de défense, mais j'ai jamais considéré que le droit de chaque individu d'avoir un avocat et d'être défendu devait être synonyme d'un devoir de l'avocat de les défendre tous. Il y a parfois une espèce de syllogisme qui est fait et qui conduit à de sinistres manipulations et à justifier des logiques de mercenariat comme ça qui ne font pas toujours honneur à ma profession. Mais bien sûr que j'ai une équipe d'avocats formidables avec moi, de jeunes avocats absolument enthousiastes, qui sont cette brigade citoyenne qu'on évoquait avec Edgar. Malheureusement, le succès de mon cabinet ou l'image qui l'irrigue nous oblige à des choix parfois très cruels, difficiles. On est obligé de fermer notre porte à des personnes qui viennent de nous demander de l'aide. Mais nous avons structuré tout un tissu de jeunes cabinets d'avocats en France, en Europe, à travers le monde, qui fait qu'on peut, comme des satellites, comme ça, les diriger avec la certitude et la conviction qu'ils seront bien assistés et bien défendus. Mais c'est difficile, c'est compliqué, et c'est d'autant plus compliqué que les personnes les plus désespérées sont les personnes qu'il faudra avoir le devoir de défendre le plus, mais qui sont parfois les plus difficiles à défendre.
parce que le désespoir et la colère aussi fabriquent aussi des irrationalités et des comportements qui sont très difficiles à accompagner pour un avocat, où il faut faire preuve d'un mélange de douceur, de compassion, de pédagogie, de tendresse. Je peux vous dire que parfois c'est de la haute couture. Merci infiniment, William Bourdon, Edgar Morin.